Salut. La première fois que je suis monté dans une Tesla, il y a presque 5 ans maintenant, j'ai trouvé ça extraordinaire de se déplacer aussi vite et surtout aussi silencieusement. Maintenant, ce que je trouve encore plus extraordinaire, c'est la valorisation en bourse de Tesla, enfin c'est autre chose. Mais maintenant, ça y est, voilà, les voitures électriques on connaît, tous tes youtubeurs préférés en ont une, si ce n'est même plusieurs, et t'en as déjà croisé sûrement des dizaines sur la route. En revanche, aujourd'hui, ça serait peut-être d'être conduit par une voiture autonome que tu décrirais comme genre extraordinaire. Mais pour combien de temps? Ouah, c'est incroyable, c'est dingue, c'est fou, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Mais vraiment, on le dit tout le temps et pour n'importe quoi jusqu'à en perdre son sens premier. Ironiquement, c'est devenu banal de trouver un truc extraordinaire. Et c'est là où j'ai découvert le concept inverse, ce que l'auteur, que tu connais peut-être d'ailleurs, Georges Perec, appelle l'infraordinaire. Et je pense que c'est lui la véritable prouesse. L'infraordinaire tel que l'imagine Perec, c'est tout ce qui n'a jamais voué à être normal mais qu'il est devenu par la force des choses, qui un jour fut extra. Et comme pour l'extraordinaire qui dépend du vécu de chacun, l'infraordinaire est différent d'une personne à l'autre. Ouais, c'est ce qui fait que quand Thomas Pesquet fait un énième vol 0G, mon rêve ultime en gros, c'est carrément s'il se fait pas chier quoi. Bon. Un abonné sur Discord m'a donné cette image qui est pas trop mauvaise pour résumer le truc. C'est comme quand tu regardais les gadgets de James Bond dans les temps gosses et que tu trouvais ça fou. Bon aujourd'hui tu les trouves sur Wish. C'est triste mais c'est un peu ça. Bon à la base, Infraordinaire c'est un roman entier mais il y a un extrait assez explicite et ça va comme suit. Interroger ce qui semble tellement aller de soi que nous en avons oublié l'origine. Retrouver quelque chose de l'étonnement que pouvait éprouver Jules Verne ou ses lecteurs en face d'un appareil capable de reproduire et de transporter les sons. Car il a existé, cet étonnement et des milliers d'autres et ce sont eux qui nous ont modelés. Ce qu'il s'agit d'interroger, c'est la brique, le béton, le verre, nos manières de table, nos ustensiles, nos outils, nos emplois du temps, nos rythmes. Interroger ce qui semble avoir cessé à jamais de nous étonner. Nous vivons certes, nous respirons certes, nous marchons, nous ouvrons des portes, nous descendons des escaliers, nous nous asseyons à une table pour manger, nous nous couchons dans un lit pour dormir. Comment ? Où, quand, pourquoi? Décrivez votre rue, décrivez-en une autre. Comparez, faites l'inventaire de vos poches, de votre sac. Interrogez-vous sur la provenance, l'usage et le devenir de chacun des objets que vous en retirez. Questionnez vos petites cuillères. Je trouve cette phrase trop bien. Qu'y a-t-il sous votre papier peint? Combien de gestes faut-il pour composer un numéro de téléphone? Pourquoi? Vous devez être en train de vous demander où est-ce qu'on va avec cette putain de vidéo. Notre monde est putain d'improbable. J'ai un bon exemple. Parmi vous, certains ont sûrement la fibre chez eux, ok? C'est très sérieux, à la fin de cette vidéo, remonte le câble. Il traverse les murs, court dans ton hall d'immeuble, longe tous les bâtiments sur des centaines de mètres pour arriver dans un boîtier au milieu de ton quartier et descendre encore plus profond sous terre. Enfin, ça n'a jamais de putain de fin en fait. Le plus significatif de cette idée d'infraordinaire, le si ordinaire qu'on ne remarque même plus à quel point c'est impressionnant et notable, c'est quand même cette bestiole quoi. Vous voulez voir les coulisses? Non, voilà, c'est... Est-ce qu'une seule minute, vous vous êtes déjà imaginé ce qu'il a fallu pour en arriver là? Et ça, je suis persuadé que tu l'as jamais entendu. L'autre jour, je suis tombé sur un enregistrement des toutes premières voix humaines captées. Ça date de 1860. Ça déjà c'est le micro et ça n'a rien d'évident. Maintenant ça c'est la toute première photo jamais prise. 21 ans avant l'extrait audio que vous venez d'entendre. C'est il y a même pas 200 ans quoi. Justement donc on booste tout ça sur un peu plus d'un siècle et on obtient les caméras. Bon et je vous passe évidemment la maîtrise de l'électricité au passage, voilà ça c'est cadeau. Maintenant il faut envisager l'écran, les antennes, notre réseau, la création du tactile à LED. À LED, pas des LED. Rien que le mois dernier j'ai pu aller voir le Radom au musée des télécoms en Bretagne et se dire qu'il fallait des monstres d'acier pareil pour capter 20 minutes toutes les 2 heures de direct depuis l'autre côté de l'Atlantique parce que le satellite était pas géostationnaire, c'est-à-dire qu'il tournait pas à la même vitesse que la Terre et du coup ne le rendant pas toujours accessible. Enfin c'est ouf, c'est des trucs t'y as jamais même pensé, genre le terme géostationnaire gros. Vraiment quand on y pense c'est tout ça, tout ce qui nous paraît une évidence qui est impressionnant, bien plus que l'énième mise à jour. Puis je veux dire, personne n'a jamais montré le chemin, il n'y avait pas de panneau. Tu penseras la prochaine fois que t'enverras 5 news à ta meuf, le chemin qu'il a fallu ne serait-ce que pour que tu demandes ce bout de sein. Nous vivons dans un monde où la majorité, dont je fais partie, ne comprenons pas le quart du tiers de ce que nous utilisons chaque jour, parce que franchement, ça n'a rien de logique. I'm officially mind blown. Whoever designs CPUs is not a human. I haven't even skimmed the surface of true computer architecture. Not even a little dent in what's truly going on. Okay, yo, let me show you what I'm talking about. Okay, yo, this is a Sandy Bridge architecture from 2010. It had 4 cores. Okay, you see 4 cores, but each of these cores, this is what's inside one of the cores. And each of these blocks has its own complex, like crazy circuit. Like inside of each of these blocks is an insane circuit. And there's people out there who can design this, test it, and literally build it.
C'est quoi? Je suis même pas sûr que la moitié d'entre vous savent que nos océans sont tapissés de plus d'1 million de kilomètres de câbles. Voilà, c'est juste de quoi faire 25 fois le tour de la Terre et par lesquels transite 99% du trafic internet mondial. D'ailleurs en 2020, avant que ce soit vraiment trop le bordel, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'était Google et Orange qui achevaient le câble privé baptisé Dunan qui débarquait en Vendée, il y a vraiment pile un an pour le coup. Pour tous les gens titouans, regarde ma connexion, le câble transporte 250 terabits seconde. C'est-à-dire que ça va plus vite que Schumacher sur une piste de ski. Ah non mais là, speed test, il part faire des wheelies en trottinette sur la nationale, y a pas de souci. Et encore aujourd'hui, c'est toujours long, des années ne serait-ce que pour en tirer un seul câble. Mais imagine les premiers types qui allaient là sur des bateaux en bois quand au milieu du voyage leur câble se pétait à 6000 mètres de profondeur dans une crevasse qu'ils connaissaient pas. Bon bah génial, je suis reparti pour 6 mois sans voir mes gosses, super. Et moi ce qui me fascine, comme tout gosse né dans la technologie moderne, c'est de s'imaginer ce que sera l'infra-normal de demain en fait, lorsque les voitures autonomes cesseront d'étonner. Et dans les années à venir, il y a une réponse qui commence quand même pas mal à émerger et qui va dessiner l'avenir proche, et c'est pour ça que cette vidéo est réalisée en partenariat avec Orange. Stop! Une vidéo qui va parler de la 5G et qui est réalisée en partenariat avec Orange. Mais t'as craqué ou quoi? Ce n'est pas ce que vous croyez, ok? Je peux tout expliquer. On dirait, tu sais, le mec qui vient de tromper sa meuf et non, mais c'est pas ce que tu crois. Et pour de vrai, c'est vraiment pas ce que vous croyez. C'est moi qui ai décidé de parler de ce sujet. Et c'est vrai en plus. Parce que je trouve ça passionnant et qu'on touche en fait à ce qu'on a toujours imaginé depuis des décennies comme étant le futur. Et pour être encore plus honnête, ils ont même pas fait une seule retouche sur le fond du texte. Donc, parce que quand on parle d'IA connectée intégrée dans des robots, de réseaux de véhicules autonomes qui se gèrent tout seuls ou d'automatisation du travail à grande échelle, le socle de tout ça, c'est d'un réseau global sans fil qu'on parle en réalité. Et plus largement, d'un choix de société entière. Et pour que vous ayez toutes les cartes en main, je pense qu'il faut faire un rapide état des lieux. Donc, aujourd'hui, la 4e génération de réseaux mobiles est en place avec chaque antenne agissant comme un parapluie, en envoyant des ondes d'une fréquence entre 700 et 2600 MHz. Alors j'ai bien conscience que, bon, ça parle pas des masses, donc pour vous donner un ordre de comparaison, la Wi-Fi dans votre domicile, on est sur environ 5 GHz. Et c'est d'elle que se rapproche un peu plus la 5G avec des fréquences d'ondes poussant dans les 3,4 GHz ces prochaines années, en se greffant sur le réseau 4G actuel. Puis dans un second temps, d'ici 2024-2025 en développant la 26 et 28 GHz sur des zones bien spécifiques avec une très forte demande. Lorsque l'on parle 5G, il y a 3 gros débats qui reviennent sur la table, mais c'est le 4e plus implicite que je trouve vraiment passionnant. Commençons par les 3 classiques, la santé, l'environnement et la souveraineté. Je peux vous dire que j'en ai bouffé des experts pros et des anti, et en gros, voici ce que j'en ai tiré. D'un point de vue santé, le risque se situe bien plus au niveau des récepteurs que des émetteurs, à savoir de vos téléphones, enceintes connectées, frigos, etc. que des antennes elles-mêmes. Et c'est même ultra contre-intuitif parce que plus vous êtes proche d'une antenne en réalité, moins vous êtes exposé, parce que votre appareil émet moins pour se raccrocher au réseau. À ce jour, après des dizaines de milliers d'études financées par plusieurs centaines d'entités différentes, aucun risque sanitaire avéré n'a pu être établi. Les ondes électromagnétiques sont classées dans la catégorie peut-être cancérigène, au même titre que le plomb, c'est vrai, mais aussi que l'aloe vera et les cornichons. Alors on applique ce qu'on appelle le principe de précaution, à savoir, et c'est fixé par l'OMS, qu'on place les seuils minimums 50 fois plus faibles que le premier effet sanitaire avéré. Ah, à savoir ici, c'est une augmentation de la température. Tout est sans arrêt surveillé aussi bien par l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences. Il y a une agence nationale pour tout, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, et alors elle, depuis 2020, je sais pas si vous avez remarqué, mais elle a particulièrement ses pairs. Bref, il y a du monde pour surveiller les ondes et les antennes, et pas que celles de la 5G d'ailleurs. Mais attends, c'est pas un mec ça? C'est pas un mec ça là? Juste au-dessus de mon truc là? Eh ben t'es... Ouais, c'est complètement gratuit, ouais. J'en étais très fier et je voulais le mettre dans une vidéo. Voilà, c'est réussi. Je suis en train de ruiner un script ultra précis juste pour caler mon extrait Warzone quand même. À vrai dire, certaines des fréquences d'ondes millimétriques les plus puissantes de la 5G t'y a même sûrement déjà été exposé. Si t'as déjà pris l'avion par exemple, ce sont elles qui sont envoyées dans les portiques de sécurité pour te scanner. Après, le volet santé est passionnant et évidemment essentiel, mais quoi qu'il en soit, je pourrais jamais balayer les doutes que certains d'entre vous auront toujours sur le financement de ces études, les lobbies, etc. Et je le comprends, et c'est pour ça que je vais pas plus m'étaler que ça. C'est pour ça que ce sont les 2 autres chapitres qui, je trouve, sont beaucoup plus parlants. Aujourd'hui, la quantité de données transportées sur le réseau augmente de 30 à 40% par an. C'est énorme, quasiment 10 fois plus important tous les 6 ans, et évidemment ça pompe de l'électricité. Nous bouffons de la donnée en barre et c'est pas prêt de s'arrêter. Le Covid nous l'a montré, notre monde est plus que jamais dépendant à la communication globale du réseau. Alors vient la question écologique. La 5G ne réduira pas l'empreinte carbone du numérique ou des télécoms en France ou nulle part ailleurs dans le monde, parce que non, elle n'est pas la solution magique. En revanche, elle la ralentira. En fait, c'est même un truc qui est souvent avancé comme argument en faveur de la 5G. C'est que pour une quantité équivalente de données transportées sur le réseau, elle est 10 fois moins énergivore que la 4G. Et c'est vrai, et c'est très bien. Est-ce que pour autant la facture d'électricité diminuera ?
Non, parce qu'on, en tant que société, nous connectons de plus en plus les uns aux autres. C'est un effet qui est connu, ça s'appelle le paradoxe de Jevons. En gros, l'idée, c'est qu'il a été observé qu'un particulier qui change par exemple en équipement, disons sa télé par une nouvelle à basse consommation, sera tenté d'en acquérir plus, augmentant finalement sa consommation globale. Mais ça, c'est pas tellement le fait de la 5G que notre comportement en tant que société à nous. Parce que, même sans elle, poursuivre sur notre rythme de croisière actuel avec un réseau 4G surchargé serait et de loin le pire des scénarios. Accélération encore plus énervée de la consommation énergétique et ralentissement des performances dans certains cas. Et le réseau est surchargé, et le sera d'autant plus après la crise que l'on a traversée et l'explosion du télétravail et tout ce que vous connaissez. Alors, légitimement, on peut se poser la question, est-ce qu'on devrait se couper des réseaux pour préserver notre planète? Alors je vais pas des masses me mouiller, mais c'est pas à moi de trancher. Voici une autre facette. Le numérique aujourd'hui, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. C'est déjà beaucoup, mais ridicule en comparaison d'autres secteurs comme le transport, l'industrie lourde ou l'élevage. Or, certains avancent, à juste titre, que les innovations permises par un réseau plus puissant seraient le meilleur moyen de faire levier, d'automatiser et d'optimiser ces et d'autres secteurs pour les rendre moins polluants. Prenons un exemple tout bête. Nos voitures autonomes dont on parlait au début. Une fois toutes reliées, elles ajusteraient automatiquement le réseau en s'adaptant les unes aux autres sans le facteur d'erreur humain et fluidifieraient comme jamais auparavant le trafic, économisant des millions si c'était des milliards de kilomètres parcourus par an et anéantissant à jamais les bouchons. C'est potentiellement développer la télémédecine, changer les modes de production, rationaliser les flux ferroviaires, maritimes et aériens. En bref, optimiser pour frapper là où ça fait vraiment mal. Parce que dans le fond, et c'est pour ça que ça a fait débat assez fort au départ, non, la 5G ne révolutionnera pas le temps passé sur votre téléphone ou votre télé connectée dans les 5 prochaines années. Franchement, un téléphone 5G n'en changera pas des masses votre usage. En gros, vous aurez une bien meilleure connexion quoi. Parce qu'honnêtement, au fond, c'est un réseau qui a plutôt une vocation bien plus étendue. Avant tout, pensez pour les entreprises et les institutions pour améliorer et optimiser leurs offres. Alors, vient le dernier point, la souveraineté. La guerre a changé de visage. Elle se fait de moins en moins avec des balles davantage qu'à coup de manœuvres commerciales ou de pression économique. Et à ce jeu-là, notre côté du monde surveille la Chine. Donc, naturellement, quand Huawei s'est pointé au départ comme principal fournisseur d'antennes, bon, c'est pas super bien passé. Et alors en Europe, on a une vraie chance que vous ignorez sûrement et que les ricains nous envient, à part la sécu. On a beau les vanner comme jamais là, Nokia, ton téléphone c'est une brique et Ericsson, ils sont toujours dans le coup, et soutenus par l'Union, ce seront eux qui s'occuperont d'équiper la France. Voilà. Maintenant que vous avez les 3 grands principes, c'est là qu'on en arrive au sujet de fond. D'un côté, une rapidité de connexion si forte qu'un médecin à Stockholm pourra opérer un patient nigérien à Lagos instantanément, sans se déplacer, d'une précision redoutable. Mais de l'autre, une exposition plus prononcée à des ondes dont certains se méfieront toujours. Dans une main, un monde qui change à une vitesse folle. Des imprévus, comme l'a démontré la pandémie, qui peuvent changer nos vies du jour au lendemain, nous éloignant physiquement les uns des autres et qui demandent à ce que nous puissions nous appuyer sur le numérique, sans quoi tout partirait en vrille. Et dans l'autre, un réchauffement climatique qui avance inéluctablement et nous appelle à être sobres. Tous se déconnecter, ou optimiser ce qui peut l'être, ou trouver un juste milieu. Ce ne sont pas des antennes et des ondes qui définiront si le siècle à venir nous rapprochera d'une dystopie à la 1984, d'un carbone et silicium de Bablé, ou alors d'un paradis automatisé où l'homme serait dispensé de tout travail et libre de s'émanciper entre art, culture et philosophie. Elles ne sont qu'un outil. Si on se rate monumentalement, ça ne sera ni la faute de la 5G, ni elle qui nous sauvera. Pour le coup, et c'est ce qui est bien avec ce soutien d'Orange, et c'est pour ça que je voulais bosser avec eux, c'est que je suis pas là pour vous vendre cette tech, mais bien plus pour vous inviter à vous y intéresser, parce qu'on parle d'un futur qui nous concerne tous. Maintenant, à titre vraiment personnel, je trouve que la 5G au-delà de tout ça est une petite merveille technologique. Pour revenir dessus encore une fois, c'est un truc de fou. Des milliards d'informations humaines en constant mouvement autour de nous et pourtant invisibles à nos yeux. La continuité d'un progrès technologique qui a démarré il y a des millénaires pour notre confort et faciliter la communication entre les êtres humains à un point tel que même les plus grands visionnaires de ces derniers siècles n'auraient jamais pu l'imaginer. On arrive à cette fameuse phrase d'Eric Schmidt, ancien PDG de Google, qui avait d'ailleurs donné lieu à un chrono. Internet va disparaître. Il disait ça dans la mesure où il sera tellement partout qu'on oubliera jusqu'à sa présence elle-même. Maintenant, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il en va de la sensibilité de chacun de juger du monde qu'il souhaite. De mon point de vue, et je peux me tromper, mais je suis sincèrement enthousiaste. Après, c'est peut-être ça aussi que d'avoir toujours vécu en centre-ville et de faire des réseaux mon métier. Ça peut effectivement un petit peu jouer, bravo génie. Il est et sera toujours question d'équilibre. Aucune technologie n'est fondamentalement bonne ou mauvaise. Elle est ce que nous en ferons. Cette technologie, comme toutes les autres, est un pari. Un pari sur nous. Parce qu'à la fin, ce n'est pas juste un nouveau réseau. C'est une société entière qui définit ce que sera l'infranormal de demain.